C'est une scène que l'on n'avait pas vue depuis 3 mois. Des clients à table au restaurant. Mais attention, ils font partie de la même entreprise de bâtiments et travaux publics qui a signé une convention avec cet établissement et la préfecture. Une très bonne nouvelle pour ceux qui devaient jusqu'ici s'adapter lors de leur pause de midi. C'était sandwich en voiture ou à l'extérieur quand il fait beau. Et puis des plats emportés, quoi. À faire réchauffer ou plus ou moins bien réchauffer. Donc là, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça fait du bien. On met quoi? On met de l'eau? De l'eau aussi. Carafe? Minérale? Oui, c'est très bien. Ce restaurant de Blangy-sur-Brel est le premier en Seine-Maritime à avoir signé ce type de convention, avec bien entendu des règles sanitaires strictes à respecter. On a eu un protocole sanitaire à suivre, qu'il ne fallait pas que les gens mangent face à face, 6 maximum par table, et 4 mètres carrés par personne, et c'était les seules règles qu'on a eues, quoi. C'est pas non plus beaucoup de couverts, donc c'est 15 maximum, donc niveau rentabilité, c'est assez restreint. Mais voilà, ça vous permet de prendre c'est ça. Normal, c'est ça qui fait du bien aussi pour reprendre un peu d'activité et revoir du monde. Une dizaine de repas est servi chaque midi, en plus de la vente à emporter, de quoi retrouver une activité presque normale pour ce restaurant. Le préfet de Seine-Maritime autorise par dérogation les commerces de détail du département à ouvrir et employer du personnel les 4 dimanches de février. Une dérogation bien sûr autorisée dans le contexte sanitaire actuel. Et puis autre information, le pape François va récompenser celle qui est devenue le symbole de la lutte contre la radicalisation. Latifa Ibn Ziaten est la mère de la première victime tuée par Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Elle vit en Normandie mais poursuit sans relâche son combat pour la tolérance dans les écoles et les associations à travers la France. Un engagement pour lequel elle sera récompensée demain. Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar lui remettront un prix international à Abu Dhabi, le prix Zayed de la fraternité humaine. Des arbres normands au secours de Notre-Dame aujourd'hui. Des experts se sont rendus dans l'Eure, dans le massif forestier de Conches-Breteuil, pour sélectionner des chênes centenaires qui serviront à reconstruire la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite, vous vous en souvenez, dans un terrible incendie le 15 avril 2019. Émilie Henny, Éric Lombert. C'est par le choix de ce chêne que tout commence. Après plus d'un siècle dans le massif de Conches-Breteuil, il servira à reconstruire la charpente de la flèche de Notre-Dame de Paris. C'est à 150 ans ou 170 et puis bientôt ça va être au milieu de Paris, quoi. Sélectionner les meilleurs arbres, une expertise réalisée par ces scieurs. Donc là on a un diamètre de 65 et 65, ce qui va être important pour nous pour pouvoir faire les pièces de charpente. Des dimensions qui nous sont demandées, c'est de regarder le diamètre de la grume au plus petit bout. Parce que là on est au pied, on est dans la partie la plus grosse de l'arbre, et comme vous pouvez le voir, il décroît de par sa hauteur. Et nous ce qui nous importe, c'est quel diamètre il nous faut à 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres, en fonction des pièces de charpente dont on a besoin. Entre 15 et 20 chênes de forte dimension seront sélectionnés sur ce domaine de 16 000 hectares. La Normandie est une région qui a un stock convenable de chênes. Il y a des bois de très belle qualité. Donc comme on a besoin de bois de grandes dimensions, de belles sections, etc., il faut absolument qu'on vienne un peu explorer la Normandie. Experts forestiers, scieurs, charpentiers et architectes, tous suivent un cahier des charges bien précis. 2000 pièces pour reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc. Un travail basé sur les plans du charpentier d'antan. Quand on voit tous ces plans un peu sales, où il y a toutes des informations de code, de section, de dimension, d'assemblage, petit à petit, quand on rentre dans le détail, c'est comme si le charpentier qui était mort il y a quelques centaines d'années, il nous livre l'aventure qu'il avait vécue à cette époque-là. Pour la reconstruction de la flèche prévue d'ici 2023, près de 1000 arbres seront sciés au printemps, partout en France. Place maintenant au 3e volet de notre feuilleton sur les métiers de l'architecture. Aujourd'hui, focus sur le métier de maquettiste, un métier qui se raréfie. Ils ne sont plus que quelques dizaines en France. Nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise installée depuis 30 ans dans le centre-ville de Rouen. C'est un feuilleton signé Bérangère Dinglas, Bruno Bellamry, Benoît Stéphanie et Stéphanie Pearson. C'est en plein cœur de Rouen que sont installés les bureaux de BEM Maquette. C'est parfait. C'est bon? C'est très bien. Bah oui, c'est génial, on voit tout. Non, super.
Voilà 30 ans que Benoît et Sébastien se sont associés pour fabriquer des immeubles en miniature. Passionnés de modélisme pour l'un, architectes de formation pour le second, les promoteurs représentent 95% de leur clientèle. On demande de représenter l'enveloppe extérieure du bâtiment parce que c'est ce que les gens vont voir en premier. Mais nous, on fournit un petit plus parce qu'on adore la maquette, on est modéliste de formation et voilà, on va mettre une, 2, 3, 4, 5 cellules décorées par bâtiment pour que ça vive. Là, c'est un jeu, les enfants s'amusent à aller chercher les appartements décorés, voir les personnages, les cadres. Il y a un bon échange, c'est une bonne interaction entre l'objet et la personne qui le regarde. Benoît, tu peux m'imprimer les briques, s'il te plaît? Merci. Ça marche. Si Sébastien s'occupe de meubler les appartements, Caroline, la 3e maquettiste de l'équipe, travaille sur la façade de cet immeuble. Un ensemble de 63 logements qui pourrait être construit à Rouen en 2022. Donc là, on a imprimé la brique qui correspond avec la bonne teinte de l'architecte. Et donc là, je vais aller découper les différentes empreintes de la brique dans le laser. Et comme ça, on va venir le replaquer sur la maquette. Ces 10 dernières années, le métier a beaucoup évolué. Découpeuses laser, fraiseuses numériques ou encore imprimantes 3D font aujourd'hui partie du quotidien des maquettistes. D'un métier, si vous voulez, de passion. On va dire qu'à l'époque, un maquettiste, c'était un bon bricoleur. On savait tout faire, on savait se débrouiller. Aujourd'hui, on sait encore tout faire, on sait se débrouiller. Mais sans machine, on n'a pas du tout la même rentabilité. Voilà, on va dire que ça s'est industrialisé. Une maquette est facturée entre 8 et 15 000 euros et prend au moins 3 semaines de réalisation à l'équipe. Un coût que certains promoteurs cherchent de plus en plus à supprimer. Avec le confinement et les fermetures, les bureaux de vente ne sont pas accessibles. Tout se fait sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'une maquette, volume, alors qu'il suffit d'envoyer un fichier d'une image ou même d'une vidéo en image de synthèse. Et tout le monde est content, sauf nous. Le métier de maquettiste est de plus en plus rare. L'agence BEM est la seule de Normandie. Et pour continuer à séduire des clients de plus en plus exigeants, ils s'appuient sur leurs petites touches en plus, notamment des objets fabriqués exclusivement par l'agence. On va justement leur livrer un produit pour eux. Donc on a développé, grâce à l'impression 3D, ce que vous avez vu, toutes ces petites gammes d'accessoires un petit peu rigolos, qui font que ça contribue à garder notre patte. Et là, on approche quasiment de ce que vous voyez quand vous regardez un bâtiment dans la rue. Vous avez les matériaux avec ces nuances, vous avez... voilà, c'est beaucoup plus vivant. Avec le développement des réseaux sociaux, la clientèle est de moins en moins locale. Des clients qui, l'espèrent, voudront encore longtemps voir leur projet au centième. Voilà, et la suite de ce feuilleton demain. Une belle aventure pour finir ce journal. Une famille franco-japonaise de Rouen a imaginé un livre qui sera bientôt édité grâce à un financement participatif. Il est préfacé par la créatrice de mode Agnès B. Et cet ouvrage illustré dévoile l'importance des onomatopées au Japon. Les amateurs de manga en reconnaîtront quelques-uns. Voyez ce reportage d'Amandine Pointel et Stéphane Lotte. Potsu potsu, la pluie commence à tomber. 0-0, dans une foule, dans une queue. Maïté, 10 ans, et Maceo, 15 ans, nous expliquent les onomatopées japonaises. Des petits mots préfabriqués pour décrire un son ou exprimer une émotion. Musha musha, ça veut dire mâcher en fait. Mâcher, je trouve que ça imite bien le son. Au Japon, on utilise beaucoup ouais. les onomatopées. Ça peut même mémoriser facilement, enfin, comme c'est drôle. Et ce sont ces petits mots rigolos qui ont donné une idée à cette famille franco-japonaise. Nous, on s'est dit, tiens, si on faisait un livre là-dessus, ça permettrait de diffuser ces idées-là. Et on est arrivé à un livre qui fait 208 pages, qui s'appelle Shua Shua. Shua Shua, qui veut dire pétillant, effervescent. Donc je trouvais que ça correspondait bien au côté pimpant du livre. Les onomatopées japonaises sont utilisées partout. Manga, films d'animation, même dans les conversations de tous les jours. En fait, onomatopées en japonais, il y en a plus de 4000. Il y en a beaucoup. On arrive à expliquer mieux. La famille en a choisi une centaine en faisant appel à autant d'illustrateurs issus des 4 coins du globe. Akira Inamuru est l'un d'eux. Il a illustré l'expression « Une Une ». Une Une, c'est ça. Je me suis inspiré par ce tableau de ukiyo-e, l'estampe japonais. Du coup, ça correspond bien à l'idée de quelque chose comme ça. Vous l'aurez compris, difficile de mettre des mots sur des onomatopées japonaises, mais Shua Shua pourra vous y aider.
Pour que le livre puisse être imprimé, la famille a lancé une campagne de financement participatif. Il est 19h22, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Le 19-20 se poursuit avec dans un instant le journal national. À la une ce soir, vigilance maximale dans le secteur de Marmande. Le Lot-et-Garonne est en alerte rouge avec un pic de la Garonne attendu dans la soirée. Ailleurs, la décrue s'amorce très lentement. 19 départements sont toujours classés orange et les précipitations sont loin d'être terminées. À suivre, notre météo. Demain midi à cette même place, vous retrouverez Magali Nicolin. Passez une très belle soirée en notre compagnie. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur normandie.france3.fr.